et d'élaborer des stratégies appropriées pour construire un monde plus juste, solidaire, centré sur la nature et l'humain. Le webinaire d'aujourd'hui, Lutte et résistance des travailleurs et travailleuses à l'ère du coronavirus, se penchera sur les enjeux propres au monde du travail. Alors pour, dire un mot, avant de vous présenter les participants d'aujourd'hui, je vais aussi, me présenter moi-même. Donc Pascale, Dufour, politologue, professeure au département de sciences politiques à l'Université de Montréal, et il me fait plaisir, de recevoir aujourd'hui, 3 intervenants, intervenantes qui vont, prendre la parole à tour de rôle à partir de questions qui vont leur être posées, par moi-même. Et on aura 3 tours de questions et à la fin des réponses qu'ils auront données à ces questions, la parole sera donnée, à la salle, au public. Vous pourrez poser vos questions, sur le chat et aussi sur d'autres plateformes. Donc, sans plus tarder, je veux vous présenter, les 3 personnes, qui vont qui vont commencer aujourd'hui. Donc d'abord, on aura, Dominique Daigneault, qui est présidente du Conseil central de Montréal métropolitain CSN au Québec. Ensuite, nous aurons Maher Hanin, sociologue et militant du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, chercheur en philosophie sociale en Tunisie. Et puis, nous aurons également Sylvain Alias, syndicat solidaire, impliqué dans le dossier Amazon, qui s'est récemment soldé par une victoire, je crois, membre du Transnational Social Strike en France. Alors, pour commencer, la première question qui va être posée à nos participants, nos participantes, nos invités, c'est la question suivante. Quels sont les impacts de la pandémie sur les travailleurs, travailleuses et quelles sont les réponses des syndicats et autres organisations? Sont-ils davantage en position de se faire entendre qu'auparavant ou non? Alors, de suite, je laisse la parole pour 5 minutes à Madame Daigneault. Alors, bonjour tout le monde. En rapport avec la question, d'abord, il faut dire que la crise générée par la pandémie sert de révélateur en mettant en lumière plusieurs failles du capitalisme et du patriarcat, ce qu'on dénonce depuis longtemps en alliance avec d'autres mouvements sociaux. Premièrement, elle met en lumière les inégalités inhérentes au système, comme les inégalités entre les classes sociales et le racisme systémique, pour ne citer que ces exemples-là. Et ne serait-ce aussi que de faire face à cette crise quand tu es mal logé, quand tes conditions de vie sont précaires, c'est pas pareil que lorsque tu as les moyens de rendre, disons, le malheur plus confortable. Et qui sont les travailleuses et les travailleurs dits essentiels en cette période? Ce sont en grande partie des gens qui sont au bas de l'échelle et qui travaillent dans le secteur, par exemple, de l'alimentation et bien sûr de la santé et des services sociaux. Et soudainement, face à cela, il y a certains employeurs et même le gouvernement qui daignent mettre la main à la poche. Mais ces gains sont temporaires et souvent obtenus à force de négociations ardues et doivent être, selon nous, pérennisés. La crise sert aussi à reconnaître que ces héros dont on vante le courage sont à plus de 80% de femmes dans les soins de santé et de services sociaux, dont une grande proportion de personnes racisées et parfois même sans statut. Et ce que ça permet également de révéler, c'est le fait que le travail qui est relié aux soins n'est pas reconnu à sa juste valeur et est plutôt dévalorisé dans nos sociétés. On le considère en fait encore comme, malheureusement, encore comme le prolongement du rôle auquel on s'attend traditionnellement des femmes, soit le don de soi, prendre soin des autres, sans exigence, ce qui se reflète évidemment sur leurs conditions de travail. Ce que l'on constate également, c'est que la crise actuelle fait la preuve par mille, voire par millions, de l'échec des politiques d'austérité et de l'application des dogmes néolibéraux qui ont conduit au massacre de nos services publics et de nos programmes sociaux. On peut dire que l'obsession de la recherche du déficit zéro et la réponse de nos gouvernements pour y parvenir nous ont enfoncés encore plus, non pas dans un déficit budgétaire,
mais dans un déficit social et à une marchandisation et à une déshumanisation des soins. Parce qu'en plus de nous asséner des compressions budgétaires dans les services publics depuis quelques décennies, dans la santé et les services sociaux, on a procédé à une application tous azimuts de méthodes d'optimisation du travail, comme les méthodes Toyota et Lean, et à ce que l'on a qualifié de chasse au temps mort. Or, quand on travaille avec des êtres humains, c'est travailler avec des gens qui ont des besoins d'humains, c'est-à-dire que l'on puisse prendre le temps d'établir un climat de confiance, établir une relation empathique, etc., etc. Bref, tout ce qui pourrait être inclus dans une version plus humaine des soins que l'on offre aux gens avec lesquels on travaille. Bref, les travailleuses et les travailleurs dans les services sociaux et les soins de santé, à la suite de ces compressions budgétaires, à la suite de ces processus d'optimisation du travail, étaient déjà au bout du rouleau quand est arrivée la pandémie. D'ailleurs, ces 2 dernières années, pas les principales, mais un grand nombre de luttes qu'on a menées dans le secteur, c'est contre l'épuisement au travail et la surcharge de travail. Donc, se sont retrouvés, en plus d'être épuisés, d'avoir un immense problème de recrutement et tout ça était lié aux conditions de travail. Et tout ça, ça a eu un impact majeur sur ce qui se vit actuellement dans les milieux de travail. Et pour en rajouter, dans plusieurs milieux de travail, les gens mènent un combat quotidien pour leur santé et leur sécurité, voire leur vie. Les syndicats se heurtent parfois à une résistance des employeurs à fournir l'équipement de protection individuelle et l'application de mesures de distanciation physique. Et je dois ajouter que si c'est difficile en milieu syndiqué, le défi est d'autant plus grand en milieu non syndiqué. Et pour cette première question, ce que je dirais, c'est que le seul avantage de cette crise, c'est que le gouvernement actuellement n'a d'autre choix que de reconnaître l'existence de tout ça, de tout ce qui était banalisé auparavant. Bref, que nous avions tellement raison dans les dénonciations que faisaient les mouvements progressistes des dernières années. Mais le défi actuel, et ça, je le développerai davantage dans la deuxième partie, dans la deuxième question, le défi actuel, c'est de développer un rapport de force suffisant pour faire basculer ce début de reconnaissance face à ces divers constats, donc la déshumanisation des soins, l'impact mortifère des politiques d'austérité, etc., etc. Bref, de faire basculer ces constats face auxquels on ne peut plus fermer les yeux dans cette crise, de l'autre côté de la crise. Parce que, donc, la tentation sera grande, à nouveau, d'instaurer des politiques austéritaires et de bafouer les droits des travailleuses et des travailleurs. Bref, j'y reviendrai dans la seconde question. Merci beaucoup, Monsieur Hanin. Je vous laisse la parole. Merci. Moi, de ma part aussi, je confirme mon adhésion à cette dynamique de dialogue global à l'échelle planétaire entre mouvements sociaux et mouvements citoyens et aussi acteurs et actrices de la société civile mondiale et de tous les résistants qui sont globalement maintenant confinés mais tout de même engagés, parce que c'est cet engagement par en bas qui va nous permettre quand même de peser sur le rapport de force actuel face à cette mondialisation néolibérale. C'est vrai que la crise est globale, elle est sur le plan sanitaire global, elle est désastreuse même dans des régions. On a perdu pas mal de citoyens du monde qui étaient affectés par cette maladie-là. Mais je dirais aussi que les extrêmes inégalités, les contextes d'inégalité sont locaux et sont différents d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre. Donc je dirais que la décélération imposée par cette pandémie, par ce confinement, par cette mise en arrêt du mouvement social et du lien social, a mis en arrêt aussi un mouvement social qui était dans la région. On était en plein Hirak algérien, on était en plein Hirak aussi marocain. Donc tout ça s'est arrêté. Au contraire, on est en train de vivre une certaine persécution, un bras de fer assez rude et assez ardu
de la part des gouvernements algériens et marocains. En Égypte aussi, la situation est très, très difficile. En Libye, la guerre continue, donc ça rend la situation plus difficile dans la région, avec une intervention militaire turque directe sur le sol libyen. Donc, je dirais, à la fin de ça, c'est que finalement, le cas tunisien, c'est-à-dire la démocratie la plus jeune du monde qui essaie encore d'avancer, s'est trouvé réellement devant une véritable vérité, une vérité criante et une vérité triste qui dénote une certaine inégalité et injustice sociale au niveau du secteur de la santé, mais au niveau aussi d'autres secteurs de la vie sociale. Je dirais, pour peut-être répondre à votre question, à cette première question, que l'inégalité face aux soins, l'inégalité à l'accès aux soins est criante en Tunisie parce que l'espoir de vie à la naissance est descendu à 66 ans. Il était à 76 ans avant, en 2016. Les problèmes de santé sont liés essentiellement aussi par une santé de 3 vitesses, une santé du secteur privé, une santé du secteur public, mais à l'intérieur même du secteur public, une santé pour les régions favorisées et les santé pour des régions défavorisées, que ce soit quartier ou bien région à l'intérieur. Il y a aussi un grand problème d'eau potable dans pas mal de régions. Il y a un problème d'environnement. Il y a aussi un problème de proximité des accès et des centres de soins. Il y a aussi un problème réel de manque de médecins de spécialité, surtout dans les régions d'intérieur. Et les inégalités sont criantes aussi pour les couches vulnérables, puisqu'on a compté pratiquement 4 millions de Tunisiens qui étaient demandeurs et familles demandeuses d'aide gouvernementale. La crise actuelle a donné lieu aussi à une tension qui commence à monter entre la centrale syndicale, l'UGTT, et le gouvernement actuel, un gouvernement qui a vu le jour juste suite aux élections de 2019. Donc, c'est un gouvernement qui a maintenant moins de 100 jours d'exercice, mais il a montré des signes d'hostilité puisqu'il y a un décret qui vient de sortir du ministère des Finances qui appelle à arrêter tout recrutement dans le secteur public et qui appelle aussi à geler toutes les promotions des salariés dans le secteur public et qui refuse aussi de trouver des solutions de l'emploi précaire. On appelle ici en Tunisie les travailleurs de chantier. Il y a des enseignants qui sont aussi recrutés au niveau de l'enseignement de base, mais aussi au niveau de l'enseignement supérieur sous contrat de CDD. Donc, il y a quand même des signes d'austérité annoncés par le gouvernement qui laissent quand même la centrale syndicale mobilisée. On attend les prochains jours peut-être pour savoir plus sur les formes de mobilisation. Au niveau de la mobilisation sociale en dehors des syndicats, l'Observatoire des mouvements sociaux à l'intérieur de l'FTDUS, l'organisation au sein de laquelle je milite, on a compté au mois d'avril 260 mouvements sociaux qui étaient liés essentiellement à l'accès à l'eau, aux demandes d'aide financière par les familles nécessiteuses, mais aussi aux problèmes de semoule mal distribués, mais aussi à des problèmes de corruption et de népotisme. C'est un problème vieux qui ressort tout le temps sur la scène publique et peut-être l'espace public tunisien. Je dirais peut-être un dernier mot sur cette première question pour jeter un éclairage sur une catégorie très vulnérable qui est la femme paysanne, les femmes qui travaillent dans le secteur agricole, qui sont nombreuses et qui ont continué à travailler. On compte presque 500 000 femmes qui travaillent dans ce secteur-là, avec des salaires très bas, dans des conditions presque inhumaines. On les paye pratiquement 3 € par jour si on prend le coût de transport entre les lieux d'habitation et les champs dans lesquels ils travaillent. Ce sont des femmes qui ont continué à travailler. Ils sont victimes d'accidents de travail. 16% de ces femmes-là sont victimes d'accidents de travail. Elles ne bénéficient pas quand même de couverture sociale, ne bénéficient pas aussi de jours de repos. Ils travaillent 10 heures, voire même 12 heures par jour. Ils ont continué à alimenter
le marché des fruits et légumes, mais c'est un groupe social très vulnérable, c'est un groupe social qui essaie quand même de se mobiliser. Il est en train de trouver des sources de mobilisation à l'aide de la société civile, parce qu'il y a un intérêt grandissant en Tunisie pour ces femmes-là, que ce soit à l'intérieur du syndicat, du GTT, mais aussi avec l'appui de la société civile et des médias libres qui sont en train de jeter des lumières, des éclairages sur les conditions des femmes paysannes, qui devient réellement un problème social aigu et qui pèse lourd sur les consciences et la moralité politique et sociale en Tunisie. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Alias? Oui, bonjour. En fait, au niveau syndical, quant à cette pandémie, aux mesures également de confinement qui ont été prises par le gouvernement en France, on a très vite vu que le point, comment dire, le nœud de friction central entre capital et travail n'allait en aucun cas disparaître et allait être plutôt prégnant, puisque très vite, il s'est avéré que la question entre les travailleuses et travailleurs essentiels et les travailleuses et travailleurs dits non essentiels allait être centrale dans le débat, et notamment dans les services, donc hors la santé, mais dans les services comme la logistique et la distribution, et également aussi des métiers comme les livreuses et les livreurs à vélo qui livrent les repas, plus le débat autour donc, des femmes et hommes de ménage, sans compter aussi la question des travailleuses et travailleurs agricoles. Tous ces points-là ont surgi et ressurgi, avec, pour ce qui est donc de grosses entreprises comme notamment Amazon, ici et dans d'autres pays d'Europe, à savoir comme surtout ce qui s'est passé en Italie, les représentants et représentantes des personnels dans cette grosse entreprise sont vite montés au créneau, parce qu'il s'est avéré que, ben oui, au niveau donc de ces services dits essentiels, la direction d'une entreprise comme Amazon a déclaré que oui, la livraison de biens de consommation était pour elle essentielle. Donc, malgré les mesures de confinement prises par le gouvernement, l'ensemble des centres logistiques d'Amazon en France ont continué à fonctionner comme partout en Europe et dans le reste du monde. Et les travailleuses et travailleurs, assez vite, parce qu'il y a eu vite aussi, assez rapidement malheureusement, des cas de Covid-19 de déclarés au sein de l'entreprise, il y a eu des droits de retrait de déclarés de la part des travailleuses et des travailleurs, et également aussi des mouvements de grève, de débrayage, aussi de déclarations, et tout un tas également de revendications autour de on veut travailler certes, mais notre santé aussi doit être prioritaire. Merci de prendre les mesures. Et à ce niveau-là, oui, les syndicats dans des grosses entreprises comme Amazon ont pris également aussi leurs responsabilités. Et au niveau de l'Union syndicale solidaire, il y a eu la décision, suite finalement à la non prise en compte de la part de la direction d'Amazon France, de la non prise en compte des alertes déclarées par les salariés. Oui, l'Union syndicale solidaire en France a pris la responsabilité d'aller au tribunal contre Amazon afin de faire valoir les droits des salariés. Et finalement, le jugement qui a été prononcé par le tribunal de Nanterre, qui faisait suite également à un autre jugement dans l'entreprise publique La Poste,
dont un syndicat membre de l'Union syndicale solidaire également, le syndicat Sud PTT, avait fait condamner la Poste. Il y a eu donc un jugement qui a été assez similaire par rapport à la Poste, où le tribunal, la justice, a demandé au management d'Amazon de mettre en place une production en adéquation avec la pandémie Covid-19 et de mettre en place avec les représentantes et représentants du personnel un plan de santé et de sécurité au sein de l'entreprise. Parce qu'il faut savoir aussi, pour compléter aussi l'information concernant Amazon, c'est que cette entreprise, surtout au sein de cette entreprise, au niveau de ce qu'on appelle le dialogue social, c'est très très compliqué, car de fait, il y a dans cette entreprise une véritable culture antisyndicale où en fait, que ce soit dans n'importe quel pays, que ce soit aux États-Unis et même en Europe, là où ils sont installés, on a pu voir, notamment par le biais également aussi de cette crise Covid-19, que la direction d'entreprise d'Amazon, au niveau des revendications et du dialogue avec les syndicats, elle n'en avait rien à faire. Et pour donc faire valoir des droits minimaux des salariés, il a fallu en tout cas au niveau français saisir le tribunal. Parfait, merci beaucoup. On va passer tout de suite à la deuxième question. Petit élément pour nos invités, essayez de respecter votre temps dans la mesure où on a une troisième question. Donc, je vais peut-être me permettre d'être un peu plus sévère et donc de vous interrompre dans ce deuxième tour de réponse. Donc, la deuxième question qui vous est posée, c'est à quoi on devrait s'attendre ou on peut s'attendre à moyen et à court terme et à moyen terme avec le déconfinement ou le post-confinement. Est-ce que les syndicats, les autres organisations vont réussir à faire avancer leurs agendas ou est-ce qu'ils vont se heurter à la fois au patronat et au gouvernement? Et on peut aussi souligner l'incertitude vis-à-vis de l'économie et des budgets de nos gouvernements. Alors, est-ce qu'on va retourner à une période d'austérité encore plus drastique que celle qu'on a connue depuis les années 80 ou bien ça pourrait être autre chose? Donc, d'emblée, Madame. Bon, désolée, j'avais oublié de rétablir mon son. Donc, d'abord, d'entrée de jeu, je dirais qu'on se heurtera toujours au gouvernement et au patronat, quelles que soient les demandes que l'on aura, quelles que soient nos revendications, et tous nos gains sont acquis de haute lutte, et les luttes pour l'après-crise doivent commencer dès à présent. Par exemple, un des volets sur lesquels on s'attarde, c'est de pérenniser les bonifications actuelles qui ont été obtenues dans certains secteurs d'emploi. Par exemple, les primes obtenues pour attirer davantage de travailleuses dans le secteur de la santé et des services sociaux, particulièrement au niveau des préposés aux bénéficiaires. Par ailleurs, dès à présent, le gouvernement Legault utilise présentement ses points de presse quotidiens pour se livrer à une guerre indécente dans le contexte, dans l'opinion publique, en dénonçant les organisations syndicales comme étant celles qui empêchent un règlement visant l'amélioration des conditions de travail de nos membres. Et bien sûr, c'est totalement faux. C'est faux de dire que, par ailleurs, il faut dire qu'on est en train d'amorcer la négociation dans le secteur public québécois, ce qui colore évidemment la nature de ces propos. Ce qu'on souhaite et ce à quoi le gouvernement, pour le moment, refuse toujours de consentir, c'est l'amélioration des conditions de travail en haussant les préposés aux bénéficiaires, par exemple, pour ne nommer que celle-ci, dans la structure salariale, ce qui leur donnerait une reconnaissance plus près de la valeur réelle de leur travail et qui pérenniserait donc une amélioration de leurs conditions de travail. Aussi, ce qu'on a développé, mais ça c'était dans le cadre de la négociation du secteur public, déjà dès à présent, constatant le problème de recrutement de main-d'œuvre, de salariés, c'est d'avoir des augmentations salariales qui ne s'expriment pas qu'en pourcentage, mais avec un montant fixe,
c'est-à-dire d'au moins 3 l'heure de plus, ce qui favoriserait davantage les bas salariés. Et dans cette guerre de l'opinion publique à armes hautement inégales, tant en matière de négociation que sur les problèmes dans les services publics, j'ouvre une parenthèse pour souligner le travail essentiel des journalistes, particulièrement des journalistes d'enquête, dans un contexte où les institutions démocratiques ont de rachitiques espaces pour jouer leur rôle. Aussi, comme cette crise a mis en lumière les catastrophes qui découlent des politiques austéritaires, on ramène à l'avant-plan nos solutions pour l'amélioration des services publics qu'on portait déjà avant lors des luttes contre les politiques d'austérité. Puis je vais mentionner, et d'abord, les services publics s'adressant aux personnes âgées qui sont les premières victimes chez nous de la COVID. Et les décisions politiques du passé en cette matière ont eu des impacts tragiques. On a procédé à une marchandisation des soins, une privatisation qui sont en grande partie responsables de la situation actuelle dans les centres d'hébergement et de soins à longue durée, les CHSLD. Et le rappel de nos demandes reçoit un écho extrêmement favorable dans l'opinion publique et chez les travailleuses et les travailleurs qui en ont marre de travailler dans un tel contexte, d'avoir l'impression qu'ils n'ont pas le temps de faire leur travail adéquatement et qui, au bout de la journée, qui s'éternisent, sont au bout de leur souffle. Et donc, face à la situation, le gouvernement commence à évoquer la possibilité de déprivatiser les CHSLD. Et on doit persévérer en ce sens dans tous les secteurs pour changer le système en profondeur et l'humaniser. Évidemment, pour répondre à un autre volet de la question, plusieurs milliers de personnes ont perdu leur emploi et il faudra parler de relance économique, mais pas n'importe quelle relance, parce que même en cette période de crise, la classe dominante ne se gêne pas pour dévier à ses profits l'aide gouvernementale, comme Air Canada, qui vient de mettre à pied 50% de ses travailleurs après avoir bénéficié de l'aide du gouvernement fédéral. Et ce que l'on rappelle, c'est que l'on doit aller chercher l'argent là où il est, dans la poche des plus riches, donc pour travailler et de continuer à militer contre l'évasion fiscale et l'évitement fiscal, pour ne nommer que cet exemple-là, et pour éviter de revenir à toute tentative de ramener les politiques austéritaires. Le Conseil central du Montréal métropolitain travaille aussi avec d'autres organisations pour marteler qu'une relance économique doit se faire selon les principes d'une transition juste, respectueuse de la planète et des droits des travailleuses et des travailleurs. Et donc, il faudra, pour ce faire, créer un bon rapport de force. Et en ce moment, la pandémie, les mesures de confinement nuisent évidemment au contexte, à la mobilisation. Et on essaie de favoriser des stratégies de prise de parole. On essaie de revoir nos façons de tenir nos assemblées générales mensuelles pour donner la parole aux travailleuses et aux travailleurs, pour qu'ils puissent échanger entre eux et entre elles, pour qu'on puisse constater que cette crise, ses failles, elle s'attaque à tout le monde et que c'est tout le monde ensemble que l'on doit frapper. Et en terminant, parce que je sais que mon temps est écoulé, il ne faudra pas oublier aussi de donner une dimension de solidarité internationale à nos luttes, parce que cette pandémie a frappé partout et la classe dominante nous frappe aussi partout, et c'est ensemble, partout sur la planète, qu'il faudra riposter. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Alain? Merci. Donc, je reviens sur cette deuxième question pour dire qu'il y a un premier souci dans la région du Maghreb et peut-être plus attendu à l'Égypte et aussi en Tunisie, c'est que ne pas sacrifier les libertés au nom du principe de précaution. Donc, il y a réellement des inquiétudes réelles sur la liberté de réunion, la liberté d'expression et la liberté de mobilisation. Il faut avouer que cette pandémie, cette crise de confinement, cette crise d'arrêt, a quand même coupé, a mis un temps d'arrêt à une mobilisation, à un élan extraordinaire qui animait la région tout entière, mis à part le Liban qui est en train peut-être de renaître de sa crise et de reprendre la mobilisation dans la rue. Dans la région, il y a une réelle difficulté de mobiliser les mouvements sociaux
les jeunes, les travailleurs, les femmes, les couches vulnérables. Mais tout de même, il faut rester vigilant et optimiste. C'est-à-dire qu'il y a un optimisme de volonté qui s'impose à nous. Je dirais qu'il y a des problèmes qui seront posés très prochainement, dans quelques semaines. Il y a le problème de la dette. Le gouvernement tunisien et l'Union européenne refusent, et les instances internationales refusent de poser cette question de la dette parce que la Tunisie continue à payer un service de dette au détriment, aux dépens des dépenses publiques pour le développement économique et le développement des régions. C'est un problème qui doit être posé. Il y a une mobilisation qui s'est mise en place avant, mais une mobilisation qui reprend avec peut-être des énergies qui sont un peu éparpillées, espérant que cette question-là mobilisera de nouveau les mouvements sociaux et citoyens, mais aussi chercheurs et militants de droits de l'homme à l'échelle nationale, régionale et mondiale. Il y a cet accord avec l'ALECA parce qu'on commence à dire que l'Europe va délocaliser pas mal de secteurs de production de la Chine vers le Maghreb, mais si on va le faire aussi en payant toujours des main-d'œuvre mal payées, et je parle ici des femmes qui travaillent dans le secteur du textile, qui sont très mal payées, parfois licenciées sans couverture sociale, et la femme qui dépasse l'âge de 40 ans avec des maladies de travail dues à des années de travail dans le secteur du textile n'est pas embauchée de nouveau dans le même secteur parce qu'elle est jugée vieille et fatiguée et n'est pas rentable. Donc, si on va délocaliser des secteurs d'activité comme le textile pour la production des masques ou des habits pour le corps médical ou d'autres activités industrielles vers le Maghreb, eh ben, il ne faut pas le faire au détriment des salaires dignes et des droits des travailleurs. Il y a aussi un autre problème qui se posera sur la question de l'environnement, parce que si on va délocaliser des industries polluantes, ça posera problème pour les populations dans les régions qui sont menacées. Le gouvernement aussi a donné des signes d'hostilité et on parle aussi, on a commencé à parler même de lever de la subvention qui est accordée maintenant pour les produits de base, pain, semoule, pâtes et tout ça, et aussi pour l'énergie. Donc, ça va toucher peut-être, si on ne trouve pas des solutions, ça va toucher des couches très, très vulnérables. Donc, il y a quand même une certaine inquiétude que la politique économique publique adoptée par les gouvernements qui sont succédés malgré la révolution de 2011 à appliquer toujours la même politique économique de privatisation et de dérégulation qui est restée toujours collée aux diktats de l'Union européenne et des instances financières internationales. Donc, il y a quand même une inquiétude réelle de privatiser encore et de réguler encore et de fermer les portes devant le recrutement du secteur public. Comment peut-on mettre à niveau, comment peut-on lever le niveau d'accès aux soins et à l'éducation si on ne va pas recruter, si on ne va pas mettre la main à la poche pour donner quand même des énergies et des élans à ces secteurs-là. Je dirais aussi qu'il y a des mobilisations qui commencent à se mettre en place pour l'économie sociale et solidaire. Ici en Tunisie, il y a un collectif qui s'est mis en place. Il a adressé une lettre au président de la République, au chef du gouvernement et au président du Parlement pour que la loi qui existe, le débat a eu lieu il y a des années, il a eu des expériences très réussies pour l'économie sociale et solidaire, également l'expérience très connue à l'oasis de Gemna. Donc, il y a une mobilisation pour que ce secteur de l'économie sociale et solidaire se mette en place. Il y a aussi une réelle dynamique pour une agriculture résiliente, c'est-à-dire respectueuse de l'environnement et aussi qui donne le droit à l'accès à la terre aux paysans et qui donne les moyens de produire et de distribuer les aliments et les fruits et légumes par les paysans eux-mêmes et par les jeunes agriculteurs qui demandent d'avoir accès aux terres domaniales qui sont actuellement entre les mains de l'État. On ne trouve pas quand même des moyens pour les distribuer, pour créer des emplois et des richesses. Donc, je terminais par dire que oui, il y a des inquiétudes que l'Union européenne, la Banque mondiale, l'FMI continuent à imposer à la Tunisie une politique d'austérité au détriment des couches les plus vulnérables. Or, la question essentielle en Tunisie maintenant,
c'est de passer à une deuxième phase de notre évolution, à une deuxième phase de mise en place de la démocratie pour qu'elle soit réellement non seulement une démocratie électorale et politique, mais aussi une démocratie sociale. Il y a une certaine diversité de luttes, il y a une certaine multiplicité de sujets et d'acteurs qui sont en train de se mobiliser, jeunes, femmes, chômeurs, salariés précaires, classe moyenne qui risque de perdre ses avantages et ses acquis. Tous ces sujets-là de mobilisation sont susceptibles de devenir, peut-être les semaines qui viennent, les mois qui viennent, une énergie convergente qui s'articule pour donner lieu quand même à une Tunisie meilleure. Ça se fera dans une dynamique régionale du Maghreb Mashrek, ça se fera aussi dans une dimension plus globale, c'est-à-dire avec une solidarité mondiale, internationale, pour qu'un autre monde plus juste et un autre monde plus équitable soit mis en place. Merci, merci beaucoup. Monsieur Alias? Concernant le monde d'après, ici en France et dans les pays d'Europe, on est en pleine période de déconfinement. Et au niveau donc, de la situation française, le gouvernement, même alors qu'on était même encore confiné, a de manière totalement dérogatoire, a mis en place, on peut dire, un code du travail spécial où, de fait, dans des secteurs dits stratégiques, comme la logistique et le transport, l'énergie, les télécoms, et l'agriculture et l'agroalimentaire, les travailleuses et les travailleurs peuvent travailler jusqu'à 60 heures par semaine. Et c'est donc un code du travail dérogatoire qui est mis en place jusqu'à la fin de l'année 2020. Donc oui, ce déconfinement et ce monde d'après, il y a en effet un certain appel à la reprise de la production à tout va de la part d'une grande partie du patronat, avec également les questions qui sont désormais centrales et qui étaient déjà de toute façon non pas post, mais bien avant, antérieure à cette crise pandémique, qui est la question donc des travailleuses et travailleurs essentiels, à savoir le soin, à savoir également la santé, également celles et ceux qui travaillent en tant que livreurs, coursiers, etc. Et là-dessus, on voit bien assez vite qu'il va y avoir toujours cette bataille afin que les secteurs dont ceux qui sont ultra féminisés et donc payés au minimum presque le SMIC, autour de 1 200 € net ici, qu'il y ait une prise de considération des formations et du travail, ainsi que également une prise de considération que ce sont des métiers néanmoins incontournables à la société et qu'une revalorisation salariale s'impose. Et ce matin, il y a eu une intervention de celui qui dirige donc le MEDEF, qui est donc le syndicat patronal français, le principal patronal français, qui expliquait que pour la revalorisation des bas salaires en France, ça allait être quand même compliqué parce que ce sont des entreprises où il y a des donneurs d'ordre qui veulent des services pas trop chers, notamment dans le nettoyage. Mais bon, il est clair que là-dessus, le combat va continuer pour une revalorisation salariale et tout ce qu'on appelle donc la précarité des travailleuses du secteur social, de la santé et de tout ce qui est donc vu comme essentiel au niveau de la société. Également aussi, il va y avoir une bataille autour, la crise pandémique maintenant se double d'une crise certainement économique, avec très certainement aussi
un taux de chômage qui va monter rapidement. Et là-dessus, le débat autour, déjà, du partage des richesses et qui va payer les dépenses sociales élémentaires et dont il faut que tout le monde bénéficie, et également aussi faire en sorte que cette crise du chômage se résolve d'une manière sociale. Le débat et la lutte vont très certainement se poursuivre, puisqu'il est clair que là-dessus, au niveau patronal comme gouvernemental, la préservation de l'emploi ainsi que des salaires au niveau du mouvement social et syndical va continuer à demeurer central, et avec également très certainement aussi des revendications qui vont de nouveau être portées, à savoir sans doute la question du partage du temps de travail. Au niveau français, bon, le temps de travail légal est de 35 heures. Il y a un débat syndical qui existe et qui est porté par l'Union syndicale solidaire ainsi que la CGT autour d'un horaire minimal qui soit désormais de 32 heures par semaine, peut-être même 30 heures, on peut penser aussi. Donc, il va y avoir très certainement aussi ce débat autour de le chômage monte, qu'est-ce qu'on fait pour préserver les emplois? Certainement pas, comme le veut le patronat, faire travailler les salariés jusqu'à 60 heures par semaine, mais peut-être certainement partager le temps de travail, revaloriser les bas salaires, notamment le travail dit féminisé, qui malheureusement reste au bas de l'échelle. Tout cela va demeurer central pour les mouvements sociaux et le mouvement syndical. Merci beaucoup. Merci d'avoir respecté le temps dans ce deuxième série de questions. Alors, la dernière question qui va vous être posée avant qu'on prenne la parole, les questions posées par les participantes. D'ailleurs, si vous voulez poser une question, vous pouvez le faire dans la partie chat du Zoom. C'est assez simple, et donc on va prendre vos questions dans un instant pour la poser à nos invités. Alors, la dernière question que j'aimerais vous poser, peut-être y répondre en un petit peu moins que 5 minutes, si vous pouvez, pour qu'on ait du temps pour, donc disons 3 minutes là. Comment se construisent les solidarités entre groupes de travailleurs et travailleuses syndiqués et non syndiqués, et comment, selon vous, ces liens sont-ils appelés à évoluer? Vous avez déjà commencé partiellement à répondre à cette question, mais peut-être plus directement traiter de cet aspect. Madame Daigneault? Oui, alors au Québec, c'est 40 de la population environ qui est syndiquée, mais dans le secteur privé, c'est seulement 26 Et donc, si l'on veut défendre les droits de l'ensemble de la classe ouvrière, il faut évidemment déjà créer des liens avec ceux et celles qui sont non syndiqués. Donc, depuis de nombreuses années, les organisations syndicales soutiennent déjà des organisations de personnes qui sont non syndiquées et sont membres de coalitions comme le Front de défense des non-syndiqués. Et on soutient aussi d'autres organisations qui sont membres aussi du Front de défense des non-syndiqués, comme l'Association des travailleuses et travailleurs d'agences de placement temporaire et le Centre des travailleuses et travailleurs immigrants, qui ont des entrées directes auprès de ces travailleuses et ces travailleurs et qui mènent de nécessaires combats. Et donc, dès à présent, on continue depuis de nombreuses années à mener une lutte pour l'augmentation du salaire minimum à 15 $ l'heure. Le salaire minimum qui vient d'être augmenté le 1er mai dernier au Québec à 13,10 $ l'heure. Et on a décidé évidemment de poursuivre cette lutte qui est amorcée en solidarité partout en Amérique du Nord, bref, Canada, Québec, États-Unis, etc. Donc, on continue à mener cette lutte-là. Et les revendications que l'on porte avec le Front de défense des non-syndiqués, c'est ce qu'on appelle, entre autres, la campagne 5-10-15. Parce que le salaire n'est pas
tout dans les conditions de précarité des travailleuses et des travailleurs. Donc, ce que l'on demande, c'est que les travailleurs puissent avoir leur horaire 5 jours à l'avance, avoir 10 jours de congés payés par année et personnel et ou de maladie, et aussi 15 $ l'heure. Donc, la campagne 5-10-15, et on la met à l'ordre du jour. En ce moment, on est en train de voir est-ce qu'on la réorientera pour augmenter le salaire minimum. Bon, bref, on est en train de la remettre à l'ordre du jour. Et donc, on va continuer, évidemment, comme je le disais aussi, nos luttes en appui aux travailleuses et aux travailleurs des agences de placement temporaire qui, au Québec, travaillent dans des conditions absolument abominables. Absolument abominables. Souvent, ils sont payés, même si c'est totalement illégal, en deçà du salaire minimum, parce que ce sont des travailleuses et des travailleurs qui sont souvent à statut extrêmement précaire, qui sont très vulnérables, qui parfois n'ont pas de statut, au Québec ou au Canada. Et bref, on a développé différentes revendications que les organisations syndicales et les organisations de défense des travailleuses et des travailleurs non syndiqués portent devant les gouvernements d'une seule et même voix. Alors, nous allons devoir poursuivre ces luttes. Et une des choses qui va complexifier, c'est que nous-mêmes, à l'intérieur des organisations syndicales, à la suite des pertes d'emploi, on a perdu déjà, comme je disais, il n'y avait avant la crise que 26% des salariés du secteur privé qui étaient syndiqués. Mais maintenant, juste chez nous, dans le secteur du commerce, on a perdu 30% de nos membres. Donc, ça va être un défi, un double défi à relever. Mais dans tout ce contexte-là, ce qu'il faut retenir, c'est que les alliances larges sont une arme essentielle pour l'avancement des conditions de travail et de vie de toutes et de tous. Merci, merci beaucoup. Monsieur Hannin? Il faudrait activer votre micro. C'est bon comme ça? D'accord. Donc, il faut rappeler peut-être en Tunisie que la centrale syndicale, le GTT, c'est un centrale syndicale qui se base essentiellement sur le secteur public, c'est-à-dire les enseignants, le corps médical, le transport, la poste, le cheminot, le secteur des mines, et que le taux de syndicalisation et le nombre de syndiqués dans le secteur privé est très faible. Il y a un éclatement des entreprises, il y a un secteur informel qui est très fort. 40% des Tunisiens vivent dans le secteur informel, donc il n'y a pas de syndicalisation, il n'y a pas de protection sociale ou peu de syndicalisation. Il y a aussi un secteur très, très touché par une sorte de sous-traitance dans l'emploi qui est le secteur des femmes de ménage. Donc les entreprises privées continuent à employer des femmes de ménage via des entreprises privées, donc avec des salaires très bas et médiocres, donc c'est presque un esclavage pour ces femmes-là. Le secteur de gardiennage aussi, c'est un secteur qui est très pas fort, n'est pas fort sur le plan syndical, mais tout de même, il y a une attention apportée depuis quelques mois, quelques années à des collectifs qui se mettent en place pour défendre une cause ponctuelle, c'est-à-dire il y a une nouvelle constitution en Tunisie depuis 2014, il y a le droit au travail, il y a le droit, l'accès à l'eau, les droits environnementaux, la lutte contre la corruption, tous ces combats-là, ils sont en train de faire converger, d'articuler des énergies qui existent en place. Pour dire qu'il y a aussi des avancées au niveau de la société civile, c'est-à-dire l'UDC, l'Union des travailleurs chômeurs, qui, il ne faut pas oublier qu'en Tunisie, on s'attend qu'on va arriver peut-être à 20% de taux de chômage, c'est-à-dire presque 1 million de chômeurs. Si on ajoute à ça les salariés précaires, donc on va peut-être avoir 1,5 million, 2 millions de jeunes qui sont dans la précarité ou sans emploi. Donc il y a l'Union des travailleurs chômeurs qui se mobilisent, qui a des propositions. Il y a les organisations féministes, la TFD, l'AFTUR et d'autres organisations plus locales qui s'occupent des problèmes des femmes qui se mobilisent. Il y a des groupes de jeunes qui sont très actifs dans les quartiers. Ils ont montré une certaine énergie de solidarité et de mettre en place des réseaux de communication et de connexion qui fait bouger les choses depuis cette crise du Covid. Je dirais que
les espoirs et les chances de coopérer, les chances de construire un espace commun de lutte va dépendre des sujets qu'on va poser comme sujet de combat et de lutte et de résistance, et que l'archipel des îlots de résistance qui existent, qui est en place, qui s'exprime, qui peut voir des élans très populaires, très massifs, et parfois ils passent par des difficultés de mobilisation, et ils pourraient être réactivés si on trouvera un cadre plus global d'articulation, tout en prenant en considération que les mouvements refusent de céder à leurs propres revendications, c'est-à-dire ils sont entre guillemets des mouvements un peu narcisés, c'est-à-dire ils refusent de laisser tomber leurs priorités de lutte et de combat. Ça, c'est en soi, c'est demandé parce qu'ils laissent la flamme de mobilisation assez active, assez vif, mais tout de même, il y a un problème théorique, il y a un problème pratique aussi, de mettre en place des sujets différents qui portent la question de la justice sociale, qui portent la question de la solidarité sociale, qui portent la question de l'égalité, qui portent le souci d'une société plus juste. Ces sujets-là sont très divers, sont très multiples, et il y a nécessité à la fois théorique, politique, et dans l'action, dans l'agir politique, de les mettre en place et de les mettre ensemble. Merci. Monsieur Alias? Concernant les deux questions, au niveau donc des droits d'expression des mouvements sociaux, des revendications à manifester et autres, il faut savoir que donc ici au niveau français, les mouvements sociaux et le mouvement syndical, il y a donc des résurgences de vouloir de nouveau s'exprimer dans la rue. Hein. On est en déconfinement, mais par contre, il y a plein de revendications à faire valoir. Le 30 mai, par exemple, sur Paris, il doit y avoir une manifestation revendicative autour de la question des travailleuses et des travailleurs migrants et migrantes sans papier. Et donc, la manifestation doit avoir lieu et on espère que la préfecture ne l'interdira pas. Voilà. Pour ce qui est également aussi d'autres formes donc, de revendications et de manifestations, en ce moment, à l'intérieur même des hôpitaux, notamment en région parisienne, mais ailleurs, il y a des manifestations de la part des soignantes et des soignants pour non seulement revendiquer des revalorisations de salaire, mais également aussi de protester contre les mesures prises au niveau donc, de la fermeture des lits qui continue apparemment à s'effectuer. Et pour ce qui est donc de la partie Amazon, il existe déjà à l'intérieur de cette entreprise globale des revendications de la part des travailleuses et des travailleurs, notamment au niveau environnemental. Il y a donc cette coalition au niveau des tech workers, qui sont les informaticiennes et informaticiens du groupe, qui s'appelle Amazon Employees for Climate Justice, et qui réclame de la part d'Amazon une véritable prise de considération et des plans pour sauvegarder l'environnement, également la justice sociale. Et pour ce qui est donc des travailleuses et des travailleurs au niveau des entrepôts, il y a au niveau global maintenant des coalitions qui existent. La dernière qui a été mise en place s'appelle Amazon Workers International, qui a publié durant cette crise notamment pandémique, des revendications autour de la revalorisation salariale et de la prise en compte de la part du management d'Amazon dans des reconsidérations salariales et de meilleures conditions de travail. Après, donc, pour ce qui est de cette entreprise globale, pour parvenir à ce que les revendications soient prises en considération, oui, tout ça, on peut penser que c'est une lutte vraiment à moyen terme, long terme, avec très certainement aussi une interaction entre
les travailleuses et les travailleurs à l'intérieur de l'entreprise et également aussi des collectifs militants, activistes, et également peut-être aussi de consommateurs à l'extérieur de l'entreprise où chacun intervenant, c'est vrai que ça peut être des alliances comme ça peuvent être finalement assez en adéquation pour faire en sorte que les revendications des travailleuses et des travailleurs s'appliquent à l'intérieur de l'entreprise. Alors, merci beaucoup. Très rapidement, je vais poser peut-être une question à tout le monde, en fait, une question qui vient du public. Alors, la question concerne l'internationalisation de la résistance, parce que vous en avez tous parlé en disant il est nécessaire de construire quelque chose ensemble et de faire converger nos revendications et nos forces. Mais la question, c'est qui va prendre l'initiative, comment, sur quoi. Donc, si vous pouviez être un peu plus concret sur, d'accord, l'internationalisation des luttes, mais ça fait quelques siècles qu'on en parle. Donc, peut-être que vous pourriez mentionner quelques éléments qui nous permettraient de mieux saisir concrètement qu'est-ce que ça signifie pour vous. Donc, ça, c'est le premier élément. Et puis, peut-être deuxième élément qui est aussi ressorti dans les questions qui ont été posées par le public, c'est donc le contexte confinement, post-déconfinement, sachant que l'action collective traditionnelle, la façon dont on la pensait et on l'agissait jusqu'à il n'y a pas très longtemps, il y a 2 mois et demi, n'est plus réellement possible, en tout cas pas sous les mêmes formes. Donc, est-ce que ça peut avoir enfin, comment ça pourrait évoluer et quel genre de créativité on peut mettre en place pour pallier à ça. Alors vraiment très rapidement, parce qu'il nous reste juste 2 minutes, donc mettons un mot chacun là-dessus. Madame Degnaud. Oui, Micro. micro. Oui, c'est beau. Alors, mais en fait, je pense que dans un premier temps, quant à l'internationalisation de nos luttes, il faut d'abord compter sur les structures qu'on s'est déjà données, notamment en termes de solidarité internationale, comme par exemple au Québec, on a le Centre intersyndical de solidarité ouvrière, de laquelle fait partie l'ensemble des organisations syndicales du Québec qui ont mené des luttes de solidarité depuis de nombreuses années et qui, jusqu'à même tout récemment, là, on a appuyé une lutte des travailleuses et des travailleurs des ordures au Mexique. Donc, avec le FAT, le Frente Auténtico del Trabajo, qui est une des organisations syndicales mexicaines avec lesquelles on entretient des liens depuis des lustres. Par ailleurs, il faut pas céder à la tentation de se centrer sur nos propres luttes, car elles seront difficiles à mener dans le contexte actuel et de toujours garder un œil ouvert sur la solidarité internationale, notamment à l'aide des réseaux qui existent déjà, mais aussi peut-être en s'ouvrant, en ouvrant les réseaux les uns aux autres. Enfin, dans un contexte de confinement, comment faire les mobilisations et comment... Ça, en effet, ça exige un trésor de créativité et on a beaucoup utilisé les réseaux sociaux dans un premier temps, notamment, comme je disais tout à l'heure, remettre à l'avant-plan nos revendications quant à l'amélioration des soins aux personnes âgées et il y a aussi toutes les revendications des travailleuses et travailleurs du secteur de la santé, mais aussi de l'ensemble des secteurs avec lesquels on intervient, bien, on s'est servi des réseaux sociaux pour faire naviguer. Puis j'avoue qu'on a eu un certain succès qu'on n'avait pas l'habitude de connaître avec la propagation de nos outils, non pas juste du virus. Et aussi, comme je disais, essayer de se donner des espaces, si minimes soient-ils, pour que les travailleuses et travailleurs puissent échanger et établir des liens de solidarité au-delà des secteurs d'emploi. Et ça, c'est une richesse qu'on a dans notre organisation syndicale, soit celle de représenter des gens de tous les secteurs. Et ça, cette solidarité-là, à l'intérieur des secteurs d'emploi, mais aussi
entre tous les secteurs d'emploi, il est essentiel. Et bon, là, les moyens, on essaye d'être créatif, on évalue là, la possibilité j'aime bien l'idée de tenir, comme vous disiez, à Paris, une manifestation le 30 mai. Bref, ce sont aussi des pistes que l'on envisage. Merci beaucoup, Monsieur Hanin, très rapidement, parce qu'on a déjà Oui, dépassé. oui, je dirais quand même qu'on a une certaine tradition qui dure maintenant presque 20 ans de lutte internationale solidaire et collectif. Je parle essentiellement du mouvement du Front social mondial, dont 2 sessions étaient à Tunis 2013 et 2015. Donc, on a une tradition là-dessus. Donc, il faut améliorer tout ça et revenir à tout ça et corriger les lacunes qu'on a tout le monde révélées avec les militants en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique. Essayer d'élargir ça vers l'Asie et la Chine. Je dirais aussi qu'on a eu une deuxième vague de révoltes arabes, mais pas seulement arabes, mais aussi on a eu une révolte en Chili, en Amérique latine, les Gilets jaunes, tout le mouvement des indignés. Donc, le sud de la Méditerranée, puis le nord de la Méditerranée a été agité, le carré rouge au Canada. Donc, il y a quand même une certaine tradition de mobilisation pour un monde meilleur qui est en place. Je dirais aussi que peut-être on a besoin de médiatiser le plus tôt possible nos luttes ensemble, c'est-à-dire de mettre en lumière ce qu'on fait ensemble, de faire usage et de bon usage des médias libres et des médias numériques et de nos interfaces de communication pour rendre cette solidarité nationale visible et lisible par tous les citoyens du monde. Et je dirais aussi qu'il y a une arène essentielle pour réguler le monde qui est les Nations Unies, c'est-à-dire qu'il est peut-être intéressant maintenant de faire pression par le biais de l'Organisation internationale du travail, mais aussi par l'OMS, par l'UNESCO, par le FAO, par pas mal d'organisations internationales pour que les Nations Unies soient réellement une instance de gouvernance mondiale qui mettra en place les bases et les jalons de notre monde plus libre et plus juste. Merci, Monsieur Alias, vous avez le dernier mot. Oui, pour ce qui est donc des liaisons internationales et transnationales, elles existent déjà tout particulièrement au niveau syndical. Bon, au niveau de l'Union syndicale solidaire, on participe et non seulement à la construction et à l'animation d'un réseau qui s'appelle le réseau syndical international de solidarité et de lutte. Voilà, qui comporte des syndicats qui sont présents sur l'ensemble des continents. Également aussi, plus au niveau aussi de l'Europe, on est membre de réseaux comme le Transnational Social Strike, qui réunit à la fois des activistes et des organisations syndicales afin de réfléchir et de mettre en place des solidarités transnationales qui ne soient pas également qu'un discours, mais également aussi quelque chose d'effectif qui existe le plus réellement possible. Voilà, mais c'est vrai que ces dernières années, on a vu quand même l'existence de pas mal de réseaux au niveau international et transnationaux, notamment en Europe. Je pense également aussi au réseau Blockupy International, dont Solidaire participe aussi, qui avait été à l'initiative, comme par exemple, d'une grande manifestation au niveau européen à Francfort en 2015 contre les politiques néolibérales. Voilà, et dernièrement, bon, je pense qu'on peut être optimiste également sur la ténacité et la portée de la lutte au niveau transnational. Je pense également à ces dernières années, quelque chose qui s'est développé en quelques années, en même pas 3 ans, c'est le réseau également féministe mondial autour de la grève du 8 mars, ou par les appels qui sont partis d'Amérique latine, notamment d'Argentine, et qui rebondit ensuite en Europe par le biais de l'Italie avec le mouvement là-bas. Il y a désormais un véritable discours et une véritable coordination transnationale au niveau également
des luttes féministes. Voilà, donc je pense qu'on peut rester là-dessus aussi quelque peu optimiste sur la question internationale et transnationale. D'accord, merci, merci beaucoup tout le monde. Merci aussi aux personnes qui ont assisté au webinaire. Alors pour terminer, je vous annonce les prochains en fait, donc ne manquez pas les prochains webinaires qui se poursuivront tous les lundis jusqu'à la fin du mois de juin et qui vont aborder des questions évidemment très brûlantes pour les mouvements sociaux. Les 2 prochaines semaines porteront sur les enjeux du numérique et sur l'enjeu de la souveraineté alimentaire. Vous pouvez suivre les activités du réseau sur la page Facebook du réseau. Donc encore une fois, merci tout le monde et puis bon après-midi ou bonne soirée pour suivant où vous êtes sur la planète. Merci, merci à vous. Merci, au revoir. Merci.